Mon préféré morceau dit. Madame, monsieur, bien bonjour, c'est vraiment Eco Club. C'est pas un festival de blues. Mais c'est pour vous montrer que nous ici, alors qu'il paraît que depuis quelques jours, tous les Guadeloupéens sont historiens. Ils sont dans le Brumaire, ils sont dans le Thermidor. Les leaders politiques même sont de grands spécialistes de l'histoire du pays. Les syndicalistes n'en parlons pas. Ici, nous avons choisi, un clin d'œil, hein, rien n'est interdit, hein, de ne pas être les esclaves de l'esclavage et de prendre un peu de recul en conscience sur la situation. Notre question, c'est vivre libre ou mourir. Mais la question est de savoir si entre le vivre libre et le mourir, il y a de l'espace. Est-ce que c'est un choix imposé? Est-ce qu'il y a un jeu possible sans compromission ni compromis? Comment rendre la verticalité compatible avec l'intelligence? Alors, pour répondre à cette question osée, j'ai dans le studio 4 artificiers reconnus, descendants de l'UDLRES de Matouba, qui vont se représenter et nous dire comment ils vont d'abord. Alors, Jean Seymour, comment va votre poudre et votre dynamite en ce mois de mai? Comme tous les dimanches, quand je me trouve ici avec vous, avec le dynamisme de Nico, d'Eco Club, et bien forcément, on se porte bien. Très bonne semaine, oui. Et je profite de la circonstance donc pour bien adresser à tous les téléspectateurs fidèles d'Eco Club un grand bonjour. À vous qui nous écoutez, un grand bonjour aussi à vous, chers amis du plateau. Merci beaucoup. Raymond, est-ce que tu es avec ta dynamite pour nous exploser à Matouba bientôt?
Ah ben on va essayer. Oui, très bien. On va essayer. En tout cas, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent d'ici et d'ailleurs, et puis bon dimanche à tous. Merci. Raphaël Spéronel, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Très, très bien. Je suis serein. Alors, je préfère quand même vivre plutôt que mourir. Oui. Oui. Parce que, bon, il y a quelque chose de définitif dans la mort qui me gêne un peu. D'accord. Surtout pour des idées qui, par définition, vont passer et ne vont pas rester longtemps. Donc, On en parlera. on opte Raphaël, pour la vie. dites-moi, comment va Tempérance? La tempérance, mon Dieu, mon Dieu. Mais j'ai un problème de il y a paternité. beaucoup de paternité. Enfin, de grande paternité, Oui. ça va, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Elle demande toujours pour tonton Nico. Ah, c'est très bien. C'est qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qui est de l'ordre de l'irrationnel. C'est vrai. Alors, Mais alors, par contre, il y a un truc qui vient de sortir sur les ancêtres et la tradition. Il y a un superbe travail qui a été fait sur les ancêtres, la recherche des ancêtres, etc. Et peut-être que je vais chercher là pour voir s'il n'y a pas eu quelque part une parallèle, Très bien. une diagonale que je n'ai pas compris. informez-nous. Merci beaucoup. Alors, René Kijan. Eh bien, ça caille, ça bien. Bonjour bah, tout le monde qui a écouté nous, hein, bah, Mandré aussi, qui a écouté nous certainement. Eh bien, vive libre, on passe tout le temps, moi, dans vive libre. Moi, mais c'est vive libre en tant que peuple, en tant que nation, qui se combat fondamentalement. Et la mort, c'est chimère nous tout. Pas nous échapper à ça. Alors, on préfère vivre libre, et en attendant qu'un jour là, en mort libre aussi. D'accord. Alors, on va interroger le plus jeune d'entre nous, celui qui a l'espérance de vie la plus longue. Ils vont libre mourir, comment ça va? Non, mais le tirailleur guadeloupéen que je suis est content. Je suis libre. D'autant que je suis libre et libéré, puisque Hamilton vient de gagner. Oui. Je suis très content. Oui, très bien. Je suis très content. Très bien. Donc, bravo. Donc, voilà, je suis d'attaque. Parfait. Alors, moi, j'aime bien la façon dont on a appréhendé cette question-là, avec beaucoup d'humour, beaucoup de recul et de la conscience, parce que cette question-là, elle est un peu dense, elle est plus que sacrée, alors qu'elle doit nous instruire, me semble-t-il. Alors, peut-on, et on va en parler, rendre compatible la verticalité et l'intelligence politique? Est-ce qu'on peut négocier dans ce pays sans trahir? Est-ce que le compromis, c'est nécessairement la compromission? Est-ce que là ou pas d'accord veut moins ou fâché veut moins? Et pour le dire en une phrase, j'avais une amie qui m'a dit, ou pas connaître moi sans guadeloupéen, hein, en capède, on bateau pour matelot. Et en capède, on fout les pains pour on pain. C'est cette Guadeloupe-là, ça qu'il nous faut travailler. Hein? Et donc, on va essayer de voir, chacun à sa manière, comment contribuer à ça. Donc, dans un premier temps, de quoi parlons-nous? De vivre libre et de mourir, et du jeu. Quel jeu possible, hein? Avec quelles valeurs, quels outils, quelles espérances. Et puis surtout, essayer d'illustrer un peu cette problématique-là à notre manière, pour que tous les gens soient heureux de nous écouter, qu'ils soient followers, qu'ils soient comme mes tantes très peu allées à l'école, ou comme mon fils agrégé de je ne sais pas quoi, je ne sais même plus quoi. Enfin, en tout cas, tout le monde ici à sa place pour cette réflexion collective de la Guadeloupe. Alors, Jean, la problématique entre vivre libre et mourir, pour toi, est-ce qu'il y a un espace possible entre les deux choses? Est-ce que c'est, est-ce qu'on doit choisir entre vivre libre ou mourir, comme dit Delgrès lui-même? C'est une question que tu as bien dit, qui est très dense. Non, mais je sais bien que c'est difficile. Et sa densité renvoie aussi à l'intérêt que l'on porte, que chacun de nous porte à cette question. Oui. Quel intérêt, vivre libre ou mourir? Est-ce qu'il y a une possibilité je dirais, de jouer entre ces deux extrêmes? Exactement, voilà. Tu as posé la question. Oui. Moi, je suis très attaché à la vie. Oui. Donc, c'est dire que même si on a vécu, et après, il y a cette phase qu'on ne peut pas choisir, qui s'impose à nous. Mais de son vivant, on doit vivre, n'est-ce pas? On doit absolument vivre de son vivant. Ce n'est pas chose évidente, parce que la vie, elle est ce qu'elle est, avec ses turbulences, avec ses problèmes, ses problématiques. C'est une chose extrêmement difficile. Mais moi, je suis aussi très attaché aux conditions dans lesquelles on vit. Voilà. Je dis qu'on doit vivre dans ce à quoi je suis très attaché, une certaine démocratie, liberté. La liberté d'agir, la liberté de faire. Même si nous sommes actuellement dans une forme de démocratie que je qualifie pour ma part de démocratie de combat,
Parce que le simple fait de se poser la question vivre ou mourir, eh ben, on est en lutte. On est en lutte, on se bat, n'est-ce pas? Donc, et quand nous sommes aujourd'hui un jour, je dirais particulier, le 9. Je pense à l'instant, le 9. Hier, c'était le 8. Oui. Ça me renvoie aussi à une pensée pour quelqu'un qui est fondateur de Canal 10. C'est Rodriguez, c'est l'anniversaire de sa mort, pardon. Il est mort comme ça? Oui, Oui, Michel Rodriguez. Ah oui, Michel, de sa mort, et ça fait 11 ans. Oui. Et quelque part, sans doute, dans sa vie, à un moment donné de son existence, il a dû se poser, il s'est posé cette question, vivre, libre ou mourir. Parce que sa télé, là où nous sommes, eh bien, cette télé, cet instrument que nous utilisons depuis, qui est au service de la population, a connu de turbulences. Oui. Il a dû braver les interdits. Il a bravé les interdits jusqu'à ce que, eh bien, de l'autre côté, on puisse se dire, eh bien, c'est une production qui est intéressante, c'est une orientation, donc il faut absolument la soutenir. Donc, vivre libre ou mourir, pour, je pense, laisser l'espace et ensuite revenir sur les éléments d'analyse, moi, je dirais moi, je choisis la vie. La vie. Parce qu'on se dit souvent, on se dit toujours d'ailleurs, cocater, c'est pour battre. Donc, à partir du moment où on est en vie, on a pris naissance, surtout ici-bas, dans ce monde-ci, dans le local, il faut se battre pour réussir. Voilà. Et d'autres avant nous ont montré le chemin. Vous avez évoqué le cas de grandes figures, à travers aussi la musique de Grèce, de grandes figures qui ont mené des luttes. Et si nous sommes là actuellement, même si on ne va pas se focaliser éternellement sur ces luttes-là, mais ce sont des luttes qui ont leur sens. Parfait. Vivre. Vivre. Très bien. Vraiment. Alors, Edouard, vivre, libre ou mourir? Alors, on dit souvent, enfin, l'expression qui dit la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. C'est clair, c'est clair. Alors, je pense que je suis comme tout le monde. J'ai choisi de vivre. Et si j'ai un combat à mener, parce que juste ici, j'ai subi, comme tout le monde, je crois que chacun d'entre nous avons subi les actes de la vie, pour affronter la vie, pour progresser ou reculer dans la vie, où on a toujours tous envie d'avancer, mais on a tous les actes de la vie, les contraintes de la vie, les turbulences de la vie. Et si j'ai un combat à mener un jour, parce que je n'ai pas mené de combat, j'affronte la vie. Oui. Et comme tout le monde, et Dieu seul sait, comme tout le monde, il y a des péripéties, il y a des hauts et des bas, mais je n'ai pas mené de combat. Et si j'ai un combat à mener un jour, ce sera le combat encore pour la vie. Oui. Si je suis malade, eh bien, je ferai comme tapis. Eh bien, on a un tapis, eh bien, je mènerai un combat pour garder la vie le plus longtemps possible. Mais quand j'entends souvent à la télé, à la radio, on parle de combat, je suis en combat, je suis en lutte. Non, je vis ma vie, Dieu merci, j'arrive toujours à m'en sortir comme tout le monde. Et donc, j'espère que tous les Guadeloupéens, tous ceux qui nous regardent font la même chose et que c'est pas plus mal. Mais des fois, ça se passe dans la tête. Il y en a qui sont enchaînés dans leur tête. D'accord. Moi, je ne sens pas que je me sens libre. Je me sens libre, à l'aise. Voilà. Il n'y a pas de combat à livrer, tu vis. Non, si, il y a les actes de la vie, les confrontations pour pouvoir réussir un examen, je ne sais pas moi, construire sa maison. On a la gendarmerie qui tombe sur lui, soit parce qu'on n'a peut-être pas l'assurance de sa voiture. Donc ce sont le quotidien de la vie, les péripéties de tout le monde, monsieur tout le monde. Mais quand tu as dit, je mène un combat particulier, par exemple, de libération de je ne sais trop quoi. Non, pas du tout. On aura compris. on aura bien compris. Ok, c'est clair. En tout cas, c'est clair. Vespéronnel, vivre libre ou mourir. Oui, c'est vrai que le faire face au quotidien est déjà un combat. Et la vie est un combat. Ouais. Si on estime que la mort, ben, effectivement, c'est un état. Donc, c'est fini. Donc, je crois que moi, je me rappelle toujours une conférence qui est très, très vieille, à laquelle j'avais assisté, et le gars disait au départ, seuls les morts perdent les guerres. Pour expliquer c'est terrible ça. Ouais. Pour expliquer qu'effectivement, après la guerre, les belligérants s'entendent, discutent, refont le monde, se repartagent les choses, et qu'il y a toute une histoire de la mort comme prix à payer de quelque chose, mais pour ceux qui sont morts. Parce que les autres, ils en vont. Donc, je crois qu'on doit se battre. C'est clair qu'on doit se battre, l'image un peu que de ce que disait Raymond. Mais on se bat pour vivre.
On ne se bat pas pour mourir. Maintenant, la mort arrive. Bien sûr qu'elle va être exploitée. Alors, soit de manière récupération symbolique, etc., soit en termes de... Mais c'est terrible parce qu'il y a des pourcentages. Hein. On vous dit que, par exemple, jusqu'à tel pourcentage de choses, on l'a pratiquement vécu pour le coronavirus, il n'y a pas de problème. On peut accepter 10%, c'était le chiffre alarmé, je crois, 10% de pertes, on ne se remet pas en cause. Au-delà de ça, bon, ça veut dire que la vie elle-même et la mort deviennent des marchandisations dans un système qui dépasse l'individu, n'empêche que c'est l'individu qui est mort, et le reste continue. Je crois que moi, je suis pour aucun extrémisme. Ni la vie pour la vie mordicus, ni surtout pas la mort pour la mort. Tout extrémisme rejoint deux dimensions complètement opposées. D'une part, une dimension d'héroïsme, Delgrès, etc., etc. C'est vrai que... Et ça peut être exploité philosophiquement, culturellement, etc. Mais une dimension aussi de lâcheté, c'est la vie qu'il faut affronter. C'est la vie qui est difficile. C'est pas la mort. Parce que la mort, comme disait tout à l'heure René, c'est inéluctable. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand est-ce qu'elle va tomber, mais elle va tomber. Donc il y a quelque chose à comprendre dans le rapport à la vie, qui est le rapport à oser faire, oser entreprendre, oser dépasser, oser transcender. Et ce rapport-là, il est parfois douloureux pour beaucoup de personnes. Bon, maintenant la mort, c'est un état. On est ailleurs, je ne sais pas où. J'ai pas une philosophie de la mort particulièrement transcendantale. Bon, c'est fini, c'est fini. En tout cas, on est aux abonnés absents. Ok. On est vivre libre ou mourir. Oui, alors, nous puissions habiter, vivre libre ou mourir, c'est une phrase que Delgrès dit dans des circonstances bien particulières. On va faire sauter lui et soldats. Pour qui? D'avoir pour eux, c'est un refus de retour à l'esclavage. Et plutôt que de retourner à l'esclavage, je préfère mort. Je préfère le mort plutôt. Mais c'est même attitude-là que l'État innocent tenait au moment où les colons arrivaient ici, et qu'ils ont essayé de faire travail pour eux qu'on esclave aussi. Ils ont préféré suicider plutôt que... Donc, c'est, en fin de compte, une véritable affirmation, si vous voulez, face à le monde, à l'humanité à eux, qui a refusé situation à l'esclavage. Et phrase-là, ça est très clair à niveau là. Ça, c'est même état d'esprit-là qui a animé les nègres marrons, parce que tout ça bien que là où ils étaient pris, ils étaient tués, ils étaient massacrés, c'est esprit-là, ça. Plutôt qu'ils étaient en esclavage, nous préférons mort. Nous préférons goumer pour aller jusqu'à la mort. Et ça, pour moi, c'est un butin qui est extrêmement important. Ça a traduit Tigoutte par... qui est traduit par la suite, on y voit les mouvements, à Cuba et tout ça, Che Guevara, Castro et tout ça, il y a un slogan-là de la manière suivante, la patria ou la muerte, et il y a ajouté hasta la victoria siempre. Ça veut dire pour eux, c'était la patrie ou la mort, et goumer jusqu'à la victoire. La mort Adam aussi. Donc, si vous voulez, pour moi, phrase-là, ça, sont phrases de rébellion contre l'injustice, contre l'inhumanité. Et qui fort. Et actuellement, il n'est pas posé en même sens-là. Nous pouvons répondre vivre libre ou mourir. Ben, moi, en indépendantiste, on peut crier vivre libre ou mourir parce qu'un pays n'est pas indépendant. On peut mener combat là pour la liberté et la dignité jusqu'à la mort. Jusqu'à ce qu'on meure. Peut-être qu'un pays voit la liberté et l'installation de la dignité, mais on peut mener combat là ça jusqu'à la mort. C'est sens-là ça. En cabaye à l'heure actuelle. En pays prend vivre libre ou mourir. Puisqu'il paye même sans cela par rapport à la situation là qu'il est là. C'est pour ça que c'est des phrases que, en réalité, si vous sortez d'un contexte, ou pas vrai, important ça. Mais il faut regarder en fonction d'un contexte historique là. Alors, on te dit tout à l'heure là, il ne faut pas nous esclaves de l'esclavage. C'est vrai, il ne faut pas nous esclaves de l'esclavage, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nous ramener tout pitin. Mais l'esclavage, c'est un temps fort à la constitution de la société en nous. Et il faut nous tirer dans l'esclavage, dans les combats qui menent pour sortir de la situation de l'esclavage là, les moments les plus forts, les plus importants et surtout les expressions les plus fortes qui, en fait, t'es qu'à affirmer dignité en nous et liberté en nous en tant que peuple. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Oui. Édouard, vivre libre ou mourir, tu en es où, cette question-là? Oui, je progresse sur la réflexion. Oui. Hein. Je progresse énormément sur la réflexion, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire René. Excuse-moi. Pas de problème. Non, parce que c'est tout à fait vrai. Il y a un contexte. Il y a eu un contexte.
Et je crois que ce qui nous reste en termes de mémoire de cette maxime, de cette devise révolutionnaire, puisque quelque part vivre libre ou mourir, n'a pas été l'apanage de Delgrès, aussi illustre soit-il, puisque l'histoire de la France a été justement couronnée de cette phrase. D'ailleurs, au Panthéon même, quand on y entre, la première statue qu'on y voit donc, est marquée donc, cette devise « Vivre libre ou mourir ». Pour avoir un peu sillonné quelques États américains, le New Hampshire, justement, a comme devise, justement, cette maxime, cette devise « Vivre libre ou mourir ». Aujourd'hui, on progresse sur, justement, ce qui reste de cette devise « Vivre libre ou mourir », puisque la vie est importante. Mais la vivre librement, ou la vivre en peuple libre, est très intéressant pour moi. Parce qu'à côté de cela, il y a une opposition, bien évidemment. Si je n'ai pas cette liberté de la vivre pleinement, eh bien, la mort me serait plus douce. Autre sens là-dessus. Mais je rajouterai les propos de Malraux, parce qu'il faut évoluer dessus. L'immobilisme, c'est la mort. Cette phrase a tout son sens. La Guadeloupe a besoin justement de vivre librement, de vivre une liberté. Mais quelle liberté? Est-ce que cette liberté, justement, on doit la déterminer comme but? C'est très intéressant pour moi. Oui, c'est un but. Puisque lorsque je regarde ce qui se passe dans mon île, qui est très intéressant, où j'ai la sensation de réaliser que ce pays de liberté qu'est la France, cette Guadeloupe, cette igname brisée, qui se veut justement un pays qui récupère des notions de liberté, par moment, cette liberté, elle est coupée menu. Elle est coupée menu. Il y a une vision totalement inégalitaire de la liberté hexagonale et de la liberté ici. Oui, j'ai l'impression que je n'ai pas les mêmes droits. J'ai l'impression que je ne vis pas les mêmes droits, les mêmes prérogatives. J'ai la sensation de croire que justement que je suis moins en liberté ici qu'ailleurs. Il y a des exemples patents ici. Je me pose des questions sur la manière dont, par exemple, la justice est rendue dans mon pays. Justice qui souvent revêt le drap du colonialisme. Je peux me poser des questions. Donc, cette fameuse maxime devise poussée dans une situation quasiment insurrectionnelle, particulière de Delgrès, elle se pose encore de nos jours. Je ne peux pas rester mobile. Je dois continuer, justement, à œuvrer en faveur d'une liberté beaucoup plus grande. Alors, est-ce qu'elle doit prendre le chemin d'une autonomie plus certaine, ou doivent-elles, justement, ou doivent-elles prendre le chemin de celui du relativisme ou de l'illusion, à la Spinoza, la liberté vécue comme illusion? C'est toutes ces séries de questions que je me pose aujourd'hui pour que cette Guadeloupe soit beaucoup plus libre. Ou autrement dit, lorsque l'idée de justice sociale, d'égalité sociale, lorsque je puisse la penser, mais que je puisse la concevoir et la voir se réaliser. Question profonde. Ce qui me renvoie à une question, c'est Delgrès, ça a été très bien dit par René, c'est la question de l'esclavage. Bon, nous en Matouba, qu'à nous qu'a fait. Et en plus, une trahison terrible, c'est le siècle des Lumières. L'idée que Delgrès se fait des siècles de Lumière, il trahit. Donc, qu'à nous qu'a fait. Mais aujourd'hui, quelles seraient les nouvelles chaînes, si jamais il y en a? Est-ce qu'on peut oser commencer par parler de ça? Est-ce que, une piste, est-ce que l'embrigadement des esprits, le contrôle des esprits n'est pas l'enjeu aujourd'hui de cette nouvelle esclavage, l'uniformisation de la pensée, contester la contestation, la docilité de masse, la manipulation collective pour que tout le monde... Mais il paraît que même le chien créole respecte le confinement. Oui. Il paraît que lui aussi, à 19h, il rentre chez lui, il ne sort pas dehors. Il paraît que... Ah oui, dans ce débat-là, est-ce que les religions aussi, est-ce que les religions jouent un rôle aussi dans le conservatisme? Ces nouvelles chaînes, où sont-elles? Et quel jeu, s'il y en a, face à elles, que faire? Bon, ça c'est un débat.
Alors, qui peut oser, avant la publicité, oser parler de ça, hein? Je sais pas, moi je vais préciser tout simplement qu'à l'époque de Delgrès, il y avait un contexte. Le contexte n'était pas le même, celui que nous connaissons aujourd'hui. Donc il y a lieu, à mon sens, quand on parle, on évoque la question vivre libre ou mourir, il faut contextualiser l'expression. C'est-à-dire qu'il faut l'insérer dans le monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? Et le monde a beaucoup changé. Et vous voyez, même lorsqu'on revendique cette liberté-là, maintenant, eh bien, la revendication ne se limite pas uniquement aux individus qui vivent, qui supportent, qui souffrent de ce manque de liberté. C'est une question qui dépasse la limite, même les limites de l'individu. C'est une question qui est accaparée à d'autres niveaux, dans le local, dans le national, supranational. Voyez-vous, regardons ce qui se passe dans certains pays, là où même le pays où il y a eu renversement, le coup d'État qui s'est fait dans un pays, j'oublie le nom, en Asie, la jeune femme qui a été... Birmanie. Vous voyez, il y a la question de la liberté qui se pose. Mais cette question-là, elle sonne au plus haut niveau. Au niveau des instances mondiales, etc. Parfait. Donc c'est pour vous dire que le contexte, il faut saisir le contexte. Tout à fait. Alors, je t'interromps, excuse-moi. Alors tu dis, attention, la question de l'esclavage du siècle des Lumières, c'est pas ça aujourd'hui. Il y a un contexte nouveau, et peut-être de nouvelles chaînes. Alors, on va continuer tout à l'heure sur les nouvelles chaînes et nouveaux moyens d'y répondre, mais malheureusement ou heureusement, publicité. Publicité. Et télé pas marché sans publicité. Et nous voici de retour autour de cette grande question, non pas d'un drame, mais d'une tragédie. Faut-il vivre libre ou mourir? Delgrès a eu sa réponse le 10 mai, le 28 mai, je ne me trompe pas, 1802. Le 10 mai, c'est la date de la proclamation. Le problème, c'est est-ce que les chaînes ont changé de nature? Est-ce que l'oppresseur a changé? Est-ce que la résistance, qui est une affaire naturelle à l'oppression, est-ce que ses formes ont changé? Qu'est-ce que nous avons? Est-ce que l'oppression et les chaînes sont à l'extérieur de nous? Elles sont plus proches de nous, autour de nous, en nous-mêmes? Où sont-elles? Et comment répondre à cette oppression-là? Alors, nous allons tranquillement commencer à inventorier, et cela dans le réel, ces chaînes dont il est question. Alors, Raymond Ramaille, tu nous as très bien dit que le problème, souvent, c'est le quotidien, la résistance au quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres chaînes que tu vois contre lesquelles il faut lutter pour se libérer ou contre lesquelles il faut s'opposer? Des chaînes pour se libérer? Ah, mais je crois qu'il y a des gens qui se sont inventés des chaînes. En fait, ce sont des gens libres et que peut-être que c'était trop beau pour être libre. Ils se sont inventés des chaînes dans la tête. Bon, tout est lié par exemple au problème de l'esclavage, tout est lié par rapport aux voisins qui veulent du mal de moi, tout est lié par rapport à mon patron qui ne veut pas m'augmenter. Enfin, bref, ce sont des inventions. Et puis, on fait tout un habillage autour de ça et souvent, on se trouve on se rend malade, on est souvent, comme on dit, dans le secteur médical, on est en burn-out, ou alors on est harcelé, on va pas trouver ça dans les pays non industrialisés, des pays qu'on dit pas au même niveau que la France et les pays européens d'une manière générale. Ce sont des termes et des maladies qu'on trouve dans des pays où on est peut-être trop bien. Et donc, on fait des inventions. Mais ce sont ces chaînes-là qui, malheureusement, c'est très souvent qu'on entend ce genre de situation. Ces chaînes-là se manifestent, on entend des associations qui se créent. Et puis, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de stupidité. La vie est beaucoup plus simple. C'est pas la peine d'aller compliquer, d'aller chercher des complications là où il n'y a pas de complications. Je prends un exemple pratique, qui peut plaire ou qui peut ne pas plaire. Je pense que 80% des agitations que nous avons sur le plan social en Guadeloupe, bon, sur le plan politique, chacun a ses idées, il faut quand même que chacun s'exprime. Mais sur le plan social, je pense que 80% de ces agitations auraient pu ne pas se faire et rien n'aurait changé dans la vie de la Guadeloupe.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses inutiles, non efficaces, contraignantes pour le reste de la population, qui crée plus de complications dans la vie de tous les jours de tous les Guadeloupéens, pour prendre le cas de la Guadeloupe, que ce qu'on obtient en contrepartie. Finalement, souvent on n'obtient rien en contrepartie, que des pertes. Donc, je ne sais pas s'il ne faut pas revoir cette société locale ou comme ailleurs. Est-ce que véritablement, avant de lancer un mouvement, une contestation, oui. Est-ce que véritablement, qu'est-ce qu'on va retirer comme portée, comme résultat positif dans ce qu'on va faire? Et quand on regarde, si on prend les années ou alors les mois qui ont précédé, les années précédentes, on voit que j'ai l'impression que 80% de ces mouvements auraient pu ne pas se faire et peut-être que la Guadeloupe pourrait gagner. D'accord. Donc toi, tu estimes que s'il y a des problèmes, souvent on les crée soi-même et les enjeux, on la peine pas vaut, quoi, du moment. Hein? Oui, ça pas vaut la peine. Bon. Point de vue. Raphaël Sperronel. Bon, ce serait plus systémique. C'est plus systémique. Ça veut dire que tout événement, y compris événement humain ou événement social, se situe toujours dans un contexte. On ne peut pas séparer de manière systémique un environnement de son contexte. Il y a toujours une contextualisation, celle socio-historique de l'esclavage, de la colonisation, de tout ce que vous voulez, était un niveau de stratification, d'épaisseur socio-historique. Actuellement, on n'a pas du tout les mêmes. Les chaînes qui étaient à l'époque, qui fonctionnaient à l'époque, ne sont pas celles qui fonctionnent maintenant, mais ce sont toujours des chaînes. Oui, soyons clairs. Et donc, cette contextualisation, un individu est toujours pris il y a toujours l'individu dans une situation. Alors, on dit ça en termes de pathologie en psychiatrie. La maladie psychiatrique, c'est toujours un individu dans une situation donnée. Et on ne peut pas dissocier la situation et l'individu de manière si claire que ça, sinon que par l'analyse d'interaction entre les deux. Et donc, dans ce rapport entre les deux, il y a des processus entre individu et contexte. Il y a des processus. Il y a des processus d'aliénation et d'assimilation, qui vont de pair, qui renforcent la dépendance ou la codépendance. Il y a des processus de libération et d'expression de soi. Et les deux, c'est une dynamique. Tu parlais de faire de dynamite, mais il y a la dynamite et la dynamique. Et c'est une dynamique. Et dans ce bouillonnement, la liberté peut apparaître comme un projet. La liberté, c'est la démarche. Le projet, c'est le contexte. Et la dialectique entre les deux. Si on prend la période actuelle, pour beaucoup d'analystes, la période actuelle est effectivement une période où les chaînes se sont intériorisées. Elles sont plus visibles, elles sont plus manifestes. Et elles se passent essentiellement maintenant au niveau de ce que tu as appelé la conquête des esprits. Comment on prend quelqu'un, comment on le tient. Alors avant, comment on le tenait à l'étau, maintenant au niveau de la tête. À travers quoi, comment le massacrage se fait. Bon, quelques éléments classiques que tout le monde connaît. La première chose, c'est le prêt-à-porter idéologique. On a du mal à penser en soi ou pour soi. On emprunte des grands schémas. Et tous ces grands schémas-là sont en train de s'effondrer de manière dramatique. Le communisme, le socialisme, la démocratie maintenant, etc., sans qu'il y ait de contrepartie. Donc le problème, c'est à quoi ça servait. Pourquoi à un moment donné, ça a servi de support identificatoire et de pulsion pour un peuple, et vers où on va? Est-ce qu'on va maintenant vers quelque chose qui a un gros dénigrement des idéologies, qui a laissé aller de l'esprit, a laissé faire, a laissé ceci? Qu'est-ce qui vient à la place? Mais ça, on le savait depuis l'époque, on avait dit que Dieu était mort. Où les idéologies se sont effondrées. La dernière idéologie qui restait et qui était la plus forte, c'était la démocratie, qui avait l'impression qu'elle avait gagné tout le tout. Bon, on voit bien que par rapport à des logiques de marché, la démocratie est en souffrance aussi, et l'effondrement est important. L'autre chose qu'on a vu aussi à côté des idéologies, c'est ce qu'on appelle le zapping comportemental. Ça veut dire l'alignement de tout le monde sur le marché, la consommation, le consumérisme, le bien-être par la matérialité, le bien-être par le bonheur par la matérialité, le bonheur par ceci, la mort de l'esprit. Et donc, penser que quelque part, le progrès technologique allait accompagner le progrès social, que le progrès social allait donner le bonheur à tout le monde, et que ce bonheur passait par la satisfaction de tous les besoins matériels. Manifestement, là, il y a une interrogation aussi, et on en reste.
Il y avait bien sûr la pensée unique. On l'a connue ici, on sait le chemin. Hein, bon, ailleurs, c'était différent. Hein, et la pensée victorieuse à l'Occident par rapport à tous les autres systèmes, etc. Et bien sûr, tout ce qu'on retrouve maintenant dans ce qu'on appelle la world culture, c'est-à-dire le pendant culturel du marché, qui était toute une manière de façonner les peuples, machin, pour leur faire comprendre que c'est là-dedans qu'il faut rester. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que c'est terrible. C'est la même démarche qu'italienne, c'est la même démarche qui te libère. Et donc, rentrer dans des choses quasiment ésotériques ou spirituelles, de penser que... Alors, j'aime beaucoup dire hein, cette phrase de Umberto Eco, « Celui qui te menace est aussi celui qui te construit ». Ça veut dire que ça dépend du regard et de plus que jamais de la position de l'acteur. Comment va-t-il exploiter, utiliser les choses de la vie, soit pour se libérer, soit pour s'aliéner? Et pour cela, il faut que l'acteur quitte sa position d'acteur ou d'opérateur social bête et méchant pour venir auteur et créateur de plus-value. Et c'est toute la difficulté. Et pour nous en Guadeloupe, et je vais m'arrêter là pour l'instant, hein, pour nous en Guadeloupe, le problème c'est que nous sommes des acteurs du monde. Nous sommes peut-être même les premiers acteurs de la mondialisation. On l'a connu bien avant que ça existe réellement en termes de marché. Nous sommes des opérateurs du monde. On est là, on agit, on vit le monde, on transforme des trucs, on fait un tas de choses. Est-ce que nous sommes porteurs de valeur ajoutée? Est-ce que nous sommes auteurs d'un discours, d'un positionnement, d'une idéologie, quoi que ce soit? C'est là que tout le problème se pose. Et le problème qui se pose donc pour la Guadeloupe, c'est celui donc de la création et de la possibilité de transcender pour rapporter enfin vers l'univers tout le potentiel qu'on a vécu, mais reformaté, retransformé par nous en tant que valeur ajoutée. Parfait. On est... Oui, non, en termes d'idées bitin, quand même, le premier bitin là, c'est la chose suivante, c'est que faut pas nous faire nos illusions. Dans tous les pays du monde, les bouleversements sociaux, etc., mènent le progrès. Dans tous les pays du monde. La Guadeloupe n'a pas échappé à la réalité là, ça. Sinon, toute lutte que les ouvriers agricoles ont menée depuis les années 1900, etc., pour te gagner si vous pisse l'argent pour payer subvenir à besoin à la famille, ben il y a des gagner 2 fois l'heure, toujours qu'on après, etc. Non. Tous les autres combats qui menaient pour essayer d'obtenir l'égalité sociale, bon, etc., à travers la sécurité, c'est des combats qu'ils ont menés et des combats qui parfois étaient extrêmement importants, qui parfois faisaient des mois grèves à l'époque, en période là, ça, et ça menait le progrès social. Donc, en société, pas qu'à développer dans le passéisme le plus total, hein, c'est-à-dire là, on a accepté qu'il y a au contraire, il a été mort et il a mort lui-même. Je prends un dernier exemple, hein, les ouvriers agricoles qui étaient touchés le SMAG à l'époque, où l'ITA et le PG créé, aujourd'hui, on met des combats à l'habitat là, c'est-à-dire le SMAG, salaire minimum agricole, qui était inférieur au SMIC, qui était qu'à faire un ouvrier agricole, était considéré moins si on manœuvre au niveau de l'industrie, eh bien, le combat là qu'ils ont mené fait que tout le monde aligné en le SMIC. Et les ouvriers agricoles, ça va y avoir un regain de dignité et d'importance dans le cadre à la production. Même bien les combats qui menaient au niveau de la terre, fait qu'à l'heure actuelle, dans le secteur à Cannes en particulier, 90% des terres, aux mains à Guadeloupéens, qui à travers le conseil général et le conseil régional, qui a loué aux paysans et tout ça. Mais ils n'ont pas aux mains à les propriétaires fonciers et les gros usiniers qui ont été avant. De même qu'un système à l'école, on n'a pas aussi complètement disparaître pour venir dans des rapports qui étaient des rapports puis aux normes par rapport aux rapports de production, qui les normes qui étaient là à l'époque, qui étaient des normes qui étaient liées à un système féodal et esclavagiste. Même bité à différents d'autres domaines d'occupation, à terre, mener des propriétaires guadeloupéens à une propriété à terre, tel là qu'ils ont arrêté en l'air, alors qu'ils ont dénié le droit. C'en est qu'à 3 chiens, ils ont pas une stabilité, etc. Les occupations de terre permettent de régler ces problèmes. Donc, en fin de compte, une société qui a évolué à partir justement du développement moteur, alors nous avons un problème qui a posé certainement à partir d'un certain nombre d'invités, c'est parfois sur les méthodes et moyens. Et allez, les méthodes et moyens, on peut discuter, mais quand tu crois qu'une société qui était passéiste et que les gens qui ont dans la société, c'est inventé, ils ont inventé le problème, non, ils n'ont pas qu'à inventer le problème. Ils ont qu'à poser un certain nombre de problèmes parce qu'ils ont qu'à contrer un certain nombre de problèmes, pas gratuitement qu'ils ont qu'à faire ça. Ça, c'est une. En ce qui concerne les chaînes changent de nature, les chaînes pas matérielles encore. Vous permettez. Regardez, là, vous voyez les premiers Indiens arrivés en Guadeloupe et tout ça. Ils n'ont pas mis les chaînes en main à eux.
mais même si ils mettaient dans une situation où ils étaient attachés aux habitations, là, ils étaient arrêtés, ils ont toute citoyenneté, ils n'ont pas tenu droit de déplacer d'habitation en habitation, c'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme des sous-hommes. C'est aussi des chaînes qu'ils mettaient avec eux. Et tu as fourni tout combat ici dans le baromètre pour exiger qu'ils reconnaissent citoyenneté à les Indiens qui étaient en Guadeloupe, etc. etc. Donc, ils ont mis dans une situation. Donc, en fin de compte, il faut bien garder l'importance à les mouvements de protestation et les mouvements sociaux à niveau là. Ça. Seulement, nous avons un certain nombre de chaînes qui existent, nous encore, et qui font. Ces chaînes à la dépendance. Dépendance qui a dans les relations. Nous avons une relation exclusive France-Guadeloupe, qui, à l'époque même, nous étions colonies, pas existait tellement. Puisqu'elle nous a des relations avec tous les îles de la Caraïbe, etc. Relation exclusive là, ça, qui a fait que nous avons une immigration qui était exclusive Guadeloupe-France. Et tous ces phénomènes-là, ça c'est des dépendances, et puis la dépendance économique, à travers un système d'aide, mais qui transformait en un système d'assistanat, qui est particulièrement grave, et créer tout un état d'esprit et tout ça. Nous on notre chaîne, ces chaînes à leur non-développement qui a existé, mais depuis les périodes immémorables à la colonisation, et qui était codifié à travers le code noir, où pas ni droit produit ni en clou, ni en fer à cheval. C'est ce même état d'esprit-là ça qui a existé, et qui favorisait l'instauration justement du système de la consommation, de manière qui sont perversion à la mondialisation. Mais qui, à cas en nous, tenions un point fort, puisqu'il tenait pour but, si vous voulez, de ôter toute possibilité de développement pour mettre à nos dépendances à travers la consommation. Et puis, il y a le phénomène de l'assimilation, qui était en assimilation sur le plan sociétal. Le Mitchell Cher contribue au lot, d'ailleurs, à assimilation, là, ça, sur le plan sociétal. Parce que l'un des objectifs à Cher, pas j'ai caché, c'était libérer les nègres, ôter l'esclavage, parce qu'elle nous ne finit pas pète Dieu, qu'on nous pète Saint-Domingue, qu'on nous pète tout ça. Bon, et au fait, le Cher, le mythe libérateur du blanc qui a libéré les nègres, en manière d'occulter toutes les autres luttes qui étaient menées contre, à la période de ça, contre justement l'esclavage. Et ça a duré pendant longtemps, puisque nous n'avons pas parlé au départ de Grèce, mais nous ne devons pas traiter nous de militaires, nous ne devons pas traiter nous de révolutionnaires, des bandits, que nous devons empêcher la France de manger, etc. etc. Nous ne devons pas parler de actuellement, tout le monde a l'impression qu'il y a toujours parlé de menti à mentir. Chaîne là, ça était là. Et les chaînes culturelles étaient au dictionnaire langage, le créole, étaient au dictionnaire parler l'école, étaient au dictionnaire culturel, accession à la véritable, à travers la culture française, etc. Toutes ces chaînes là, ça. Et nous des combats qui menaient pour briser, commencer à briser ces chaînes-là, pas briser, ils n'ont pas arrivé à briser totalement, mais commencer à briser. Si à présent, nous parlons de créole à l'école, c'est parce qu'il y a ni de combats qui menaient. Ni tout un certain nombre d'autres bité au niveau de la société là, si on ne pas parler d'elle à présent, c'est parce qu'il y a ni de combats qui menaient. Mais comment on t'a dit l'autre jour là, nous sommes un peuple zombie, un peuple sans mémoire, parce qu'à travers l'école là et tout ça, ils n'ont pas permettre nous accès à mémoire collective en nous, à connaissance, entière connaissance en nous. Nous avons l'impression que brusquement tout ça acquis, mais tout ça n'a pas été acquis. Il faut mener des combats pour arriver à ça. Donc ces chaînes-là, il y a qu'à exister actuellement, ces chaînes-là, il y a là encore à travers la non-possibilité d'entreprendre en tant que Guadeloupéen en pays, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de lois, règlements, etc., qui capent. Il y a tout un certain nombre de problèmes qu'il y a à résoudre encore. La vie, c'est une somme de problèmes à résoudre. Parfait. Oui, alors, surtout sur la question des chaînes et de leur actualité, du combat qui a mené, est-ce que c'est ton angle de réponse? Oui, mais tout à fait. Et il est toujours dans la même... Ma cible reste toujours la même. C'est toujours la recherche de ne pas être dans l'immobilité, de toujours continuer ce cheminement, ce travail. Vous savez, un peu comme Fanon qui disait que son ultime prière, c'était « Oh, mon corps fait de moi un homme qui toujours interroge ». On ne peut que s'interroger, surtout à l'aune des propos de René. René a carrément identifié et mis à l'index les traits significatifs de l'oppression, véritablement les conséquences de l'oppression. Ces chaînes, elles existent, on les connaît tous. Nous sommes des Guadeloupéens, nous sommes dans une situation assez particulière. Nous vivons une forme de liberté, une semi-liberté, une illusion de liberté comparée à l'Hexagone. Et je le dis, je le répète à Uadia, il y a une différence notoire, flagrante là-dessus. Et les exemples sont légion. Maintenant, le plus intéressant, c'est que tant les conséquences de l'oppression sont visibles, elles ont laissé des liens
Bien évidemment, ma liberté est à la limite même égale à la distance de la chaîne qui me relie encore à mon geôlier. C'est une vérité. Et au-delà de ça, je m'intéresse plus justement à qui est devenu ou qu'est devenu l'oppresseur. Hein? Je connais les conséquences de l'oppression, mais l'oppresseur, il est encore toujours présent, mais il a changé de forme, de statut, il a changé de visage. On ne peut que se poser des questions lorsqu'on voit, par exemple, que la majeure partie de l'administration des établissements déconcentrés de l'État ou de l'État lui-même représenté ici en Guadeloupe, elle est majoritairement blanche. Je peux me questionner valablement. Hein? À diplôme constant, à parcours académique constant, identique, je ne me retrouve pas. Je peux me poser des questions. Hein? Cette forme d'oppression, c'est une oppression quand même pour moi. Je ne peux pas à chaque fois être dans une situation où lorsque je vais interroger un service déconcentré de l'État, que le chef de ce service-là, donc mon altérité justement, n'est peut-être pas la maîtrise des circonstances de ce que je suis, de mon territoire, de mon île, Tout à fait. de ce que je veux, de ce que je pense. Alors, continue, mais est-ce que c'est raciste de dire ça? Non, mais c'est une vérité. D'accord. Et je ne pense pas qu'une vérité puisse être raciste ou puisse prendre une connotation péjorativement parlant, laudativement parlant, noir-blanc. Elle est une réalité. Elle est la réalité même, elle est la composante même de mon pays, de mon territoire. Est-ce que je dois dire que d'avoir sorti notre patriote Claude Jean-Pierre de sa voiture Manu Militari, et pour les raisons qui sont encore floues, c'est raciste? Non, je vois des gestes disproportionnés par rapport à une personne vulnérable là-dessus. Mais la lecture qui a été faite de cette affaire-là, elle est différente. Puisque rien ne sort, rien ne transpire dans cette affaire. J'ai là encore des questions sur la façon dont la justice est rendue dans ce territoire-là. Je peux me questionner. Alors que l'Ukrenec interpelle les jeunes Guadeloupéens de sa plume, la plus intelligente, au côté où j'ai le souvenir, et vous avez tous le souvenir en mémoire, de Félix Eboué qui demandait à notre jeunesse d'être vivante et de ne pas accéder à une forme de dépendance. Au contraire, il leur demandait à cette jeunesse de sortir justement de cette indépendance. Il y a une vision totalement opposée, et une vision à la limite même, je dirais, en marche d'escalier, de la façon dont nous nous exprimons, dont nous voulons notre liberté, dont nous voulons qu'elle soit véhiculée et qu'elle existe. Donc, toutes ces questions-là, depuis Delgrès à aujourd'hui, sont les mêmes. L'oppression, les conséquences, nous la connaissons. L'oppresseur, il est le même. Il est le même. Et sa tendance, justement, ce n'est pas encore de nous autoriser à pouvoir penser librement, mais c'est à penser comme lui. C'est pas raciste. C'est véritablement une situation d'alerte et d'alarme, puisque de plus en plus ma jeunesse guadeloupéenne ne vient plus en Guadeloupe. Je me pose encore des questions. Nos jeunes Guadeloupéens ne viennent plus ici. La Guadeloupe perd en population. Quel est le but? Quand je vois des jeunes Guadeloupéens qui entreprennent, qui décident un jour de dire, voilà, je veux créer ma société, je veux créer mon activité entrepreneuriale, mais il leur reste quoi, ces jeunes Guadeloupéens, comme activité? Alors que les grosses structures ont tout pris. Et on autorise encore à ces structures de prendre et de prendre encore. Nous n'avons que des miettes. Et le pire de l'aliénation, cher Nico, c'est de voir que les pouvoirs publics, nos élus, sont dans une forme justement d'aspiration vers le bas devant cette forme d'oppression. On a besoin de leaders, de leadership soit, mais on a besoin de leaders. Comment penser que l'expérimentation des 100 radars tourelles est propice à la Guadeloupe? En quoi est-ce intéressant? En quoi est-ce intéressant de nous mettre 100 radars tourelles ici en Guadeloupe, alors que nous aurions pu expérimenter la défiscalisation justement des tuyaux, cher à mon ami Nico, sur justement le problème de l'eau en Guadeloupe. Exactement. On aurait pu expérimenter pas mal d'autres choses en Guadeloupe nécessaires justement pour la valeur ajoutée dont parlait Raphaël. On a besoin de valeur ajoutée là-dessus. Okay. Qu'est-ce que cette élite politique fait? Elle continue justement à véhiculer ce message de l'oppresseur. Et je rappelle une dernière chose.
il faut absolument changer de paradigme. Mais ce paradigme, il doit changer d'abord par notre façon d'évoluer, institutionnellement parlant. Oui, je l'appelle de mes voeux. La Guadeloupe ne peut plus continuer ainsi. Il faut que nous ayons plus de liberté. Il faut que nous puissions échanger. Oui, tu as raison. Avec la Caraïbe, qui est notre zone naturelle d'échange. On nous a retiré cette faculté, cette liberté d'échanger avec la Caraïbe. Je suis bien français, mais je suis d'abord français d'Amérique. Je dois pouvoir échanger avec ma zone naturelle de libre-échange qui est la Caraïbe. Je ne peux pas, mon cher Nico. Donc toutes ces questions me confinent à un comportement d'insurgé, insurrectionnel. Et tu l'as dit tout à l'heure, Lafayette disait que le plus sacré des devoirs, c'est l'insurrection face à l'oppression. Nous vivons une oppression. Alors certains, Raphaël pourra mieux le dire que moi, l'acceptent doucement, parce qu'on trouve des intérêts. Mais est-ce que les jeunes Guadeloupéens demain, qui veulent revenir au pays, qui veulent travailler pour leur pays, je ne souhaite pas que tout soit fonctionnaire à la région, puisque visiblement c'est tout ce qui resterait. C'est malheureux, mais je souhaite qu'ils puissent demain prendre ce pays en main, qu'ils puissent justement, oui, pas ni place, c'est malheureux, c'est pas ni place pour eux. Pas une place pour eux. Mais il faut nous arrêter ça. Et oui, il faut nous cascoder avec ça. Il faut nous rappeler le discours de Félix Eboué. Il faut que cette jeunesse soit davantage indépendante. C'est bien dit. Alors si Delgrès revenait, peut-être irait-il non pas à Matouba, mais à Matignon. Oui, c'est sûr. Ah bon. Bien. Alors on continue dans la déclinaison des chaînes et les moyens de lutter contre ces chaînes-là. Des chaînes et des moyens de lutter contre ces chaînes. Je dirais que, j'ai bien écouté, je dirais qu'effectivement, on a connu les chaînes à l'époque de Delgrès. C'était les grosses chaînes qui étaient visibles. Oui. On peut considérer aussi maintenant qu'il y a des chaînes qui sont beaucoup plus subtiles, des sortes de micro-chaînes, voire des nano-chaînes. Oui, très bien. On a du mal à voir, mais qui sont là. Il faut voir aussi, ça c'est, je tiens beaucoup à le dire, que nous sommes dans une forme d'opacité éternelle, perpétuelle, collective, n'est-ce pas? Et que nous avons du mal à dépasser cette phase-là, cette opacité-là. Et nous nous disons que régler les problèmes même pour revenir à notre territoire, que régler le problème, c'est uniquement une stratégie, un problème, un engagement politique. Parce qu'on voit, à l'aune de ce qui se passe actuellement, nous nous rendons compte que toute personne qui se distingue en Guadeloupe, n'importe quel Guadeloupéen, ils nous entendent, qui se distingue. Que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine de la musique musicienne, artistique, agriculture, artisan, dans les médias aussi, ceux qui appartiennent aussi à des professions qui sont des professions réglementées, les présidents de chambres consulaires, tous où ils sont, politiques. Tout le monde s'engage dans la direction de la politique. C'est la politique qui va régler tous les problèmes de la Guadeloupe. C'est là on se trompe forcément. Et il y a des acteurs économiques. Quand nous regardons l'histoire de la Guadeloupe, nous voyons qu'il y a des acteurs qui se sont engagés dans d'autres directions qui n'ont forcément pas rien à voir avec la politique. On nous regarde dans notre carnaval, lors des élections, tout le monde a regardé qui gens en café en liste, en pâté qu'on criait, et comment s'appelle-t-il encore, Chalus. Je vais passer un petit coup de fil à Chalus pour lui dire que je suis là, s'il bon temps, pour que je puisse, pour qu'il passe à boire pour ma liste. Je suis sur sa liste, mais il faut qu'il me voie, il faut que j'ai une visibilité. Et la preuve est, nous avons reçu beaucoup de personnes ici, dans le passé, qui se trouvent aussi, c'est très bien d'ailleurs, il y a des individus. Mais je pense qu'on se trompe de combat. Le véritable combat, pour moi, au sens de la Guadeloupe, c'est de réussir, eh bien, à bâtir, nous-mêmes, nous manger, timounons nous, réussir notre économie. Et il y a des acteurs ici, quand vous regardez Jarry, moi je le dis, vous voyez qui appartient Jarry, ce sont des gens, on dira ce que l'on pense d'eux, je ne suis pas là pour les défendre, mais vous voyez que ce sont des personnes, quelquefois, très souvent d'ailleurs, qui ne se sont pas intéressées exclusivement à la politique. N'est-ce pas? Qui se sont engagés dans d'autres domaines. Alors, moi, je vais dire tout simplement à tous un peu, à nous tous ici, ceux qui nous écoutent, qu'il faut cesser de pleurnicher vraiment au chevet de l'État, au chevet de la politique, de nos institutions. De dire que, voilà, pour réussir ce désenchaînement
que nous subissons, il faut nous casser code. Oui, il y a quelques, mais pas uniquement sur le terrain politique. Il faut s'engager. Il faut je dis quand même vraiment, il faut conjuguer le puissant, non pas au passé, mais au futur. Il faut regarder le futur, du comment on doit être demain. Et je pense très sincèrement qu'il faut que nous ayons beaucoup plus d'exemples, que tous ceux qui s'engagent actuellement dans le domaine, dans la sphère politique, puissent aussi créer. Parce que la Guadeloupe vit un problème fondamental, un problème important. Une crise, c'est la crise du nous. Le nous, on en parle très souvent ici. Le nous, dans sa phase embryonnaire, a besoin du je. Quand il n'y a pas de je, le je, c'est celui qui a su verbaliser ses expériences en contenu même pédagogique pour transmettre les savoirs. Nous avons une crise du je, et parce que nous vivons cette crise du je, eh bien, nous vivons aussi une crise du nous. Le nous est en crise. Nous n'arrivons pas à faire du collectif, voilà. Et même quand vous voyez les listes électorales, vous voyez tous ceux qui sont là, qui disent oui, nous allons faire. Vite voir 15 ans, même bien là. Mais c'est pas fait rien. Par contre, moi, je dis que quand quelqu'un s'investit dans son affaire, il passe par des phases difficiles, il est en difficulté, mais il est content. On a une crise je dis, il y a un manque, un déficit du jeu. Le jeu, ce n'est pas l'ego, n'est-ce pas? C'est pas ça. Ce sont des gens qui se sont investis, qui connaissent les problèmes, qui ont réussi après, et qui disent, bon voilà, j'ai pu réussir parce que je me suis engagé, je me suis investi. Donc, il y a une subtilité très forte de cette notion de chaîne. Nous sommes dans un autre... Et je dis, il faut dépasser la question politique. Le jour où nous aurons moins d'engouement, les gens seront moins enclins à vouloir se retrouver dans le débat politique, parce que aspirant changer la Guadeloupe uniquement par la politique, eh bien, on va sombrer comme ça dans l'immobilisme. C'est mon avis à moi. Non, c'est intéressant. C'est-à-dire que Delgrès, lui, il ne serait pas candidat à l'élection de Basse-Terre. Si j'ai bien compris. Est-ce que Delgrès serait candidat à créer une entreprise? Est-ce que Delgrès a dit, bon, nous avons fait une entreprise, là, comme ça, le pacte colonial, nous avons attaqué ça, on rend le pacte colonial, un des restes symboliques quand même, hein, pour ne pas... Qu'est-ce que tu penses? Parce que qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat comme moyen de résistance? Vous serez dans quoi? Dans le BTP? Alors, tant qu'il s'agirait de créer des entreprises, l'activité économique, créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée, cher à notre ami Raphaël, eh bien, je suis preneur que ce soit Delgrès ou quelqu'un d'autre. Je pense que c'est la richesse, au Bonaparte, au vous, ou l'un d'entre nous, ou n'importe quel. À partir du moment que c'est pour créer de la richesse. Et c'est là, je pense, tous nous voulons créer des associations culturelles, pour voyager, mais qui est-ce qui paye? S'il n'y a pas d'économie solide pour payer ces activités-là. J'ai vu, il y a un groupe de Basse-Terre on a montré à la télévision hier, la télé nationale qui était à Goé, me semble-t-il. Vous comme je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je reste persuadé que ces gens n'ont pas payé de leur poche le voyage, le séjour. Et tant mieux. Je ne sais pas. Moi, je dis bien que je ne sais pas. Si je me trompe, quelqu'un viendra me démentir. Je ne sais pas. Mais je reste persuadé que ce sont des associations qui ont droit à un certain nombre de subventions. Et surtout, nous sommes en période politique, on peut comprendre que ça peut être beaucoup plus facile à maintenant. Donc, et si je ne dis pas la vérité, j'espère qu'il y a quelqu'un de cette association qui viendra dire non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, je me suis trompé. Et là, je suis tout à fait à l'aise de dire, excusez-moi. Mais, et c'est valable pour toutes les associations. On a besoin de ces associations, on a besoin d'activités culturelles, d'activités sportives, mais on a besoin aussi et surtout de l'activité économique. C'est ce qui nourrit la société. Il faut de l'argent, il faut de la valeur ajoutée, il faut du travail. Et donc, si Delgrès nous dit demain, on crée 1000 entreprises en Guadeloupe, d'accord. Banco, je m'embarque. Donc, voilà. Mais il y a aussi, on parlait de chaînes invisibles. Et effectivement, la chaîne que nous avons aujourd'hui, c'est comme le coronavirus. C'est aussi miniature et aussi invisible. Et aussi puissant. Et c'est là que je dis, il faudrait que, pour prendre notre cas de Guadeloupe, il faudra trouver un moyen, je ne sais pas lequel, comment faire, pour lâcher
cette chaîne, se débarrasser de cette chaîne, comme on a envie de se débarrasser du coronavirus. La chaîne est à l'intérieur de nous, attachée de notre esprit. Et quand j'entends la radio, la télévision, des gens parler, mais c'est à longueur de journée, je me dis, mais comment? Mais cette personne est enchaînée, peut-être que je suis plus enchaîné. Non. Peut-être suis-je plus enchaîné que lui. Mais il faut lâcher ça. Il faut passer à autre chose, sans ignorer l'histoire. Sans ignorer l'histoire. L'histoire est là. Par exemple, Bonaparte, on parle, il est question de Bonaparte en ce moment. On parle de Bonaparte qui a rétabli l'esclavage. Oui. C'est vrai. C'est atroce, c'est horrible. Mais je ne vais pas tuer et déboulonner les statues de Bonaparte pour ça. Je veux savoir tout ce qu'il a fait de mal et lister, mais je veux aussi savoir tout ce qu'il a fait de bien. Et puis, chacun aura les enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Voilà ce que Bonaparte a fait. Ce n'est pas en déboulonnant, par exemple, qu'on va régler le problème. Certainement, Félix Éboué en a fait aussi, du bon et du mauvais, et bien d'autres. Mais il faut, chacun a son histoire, il faut garder, connaître la personne. Bon, cette personne a fait beaucoup de choses, de mauvaises choses, mais elle en a fait au moins autant de bien. Juste pour réagir. Oui, tu veux dire quelque chose. Sur le monde économique, et ce que surtout Jean a précisé. Moi, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, on ne pourra jamais, s'il s'agit de poser la question de l'évolution statutaire institutionnelle à la Guadeloupe, on ne pourra jamais parler d'évolution dans ces deux angles-là, de deux volets-là, si on ne parle pas d'évolution économique. Bien sûr. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est que la Guadeloupe est exsangue, et notamment de sa jeunesse. Elle est justement pour être sur votre. Oui, elle est exempte de sa relève. Elle est exempte de sa relève. Certains, je viens de le dire, donc ne peuvent plus revenir ici. Parce que l'offre n'est plus celle qu'ils attendent. Et il y a une diminution de cette offre-là. Mais ce qui m'interpelle au surplus, c'est que, oui, c'est très intéressant, le développement économique. Mais la politique est nécessaire, le développement économique. Comment on fait? Si vous ne pouvez pas contingenter, si vous ne pouvez pas limiter, si vous ne pouvez pas organiser, si vous pouvez mettre en place des OCM, notamment concernant justement la filière à laquelle nous sommes aujourd'hui, la filière banane, sucre, dessus rhum, là-dessus. Je prends l'exemple de Marie-Galante, qui est un exemple qui est criant de vérité sur ce qui se passe sous nos latitudes là-dessus. Alors, on ne va pas me faire avaler que, comme par hasard, la chaudière, elle a explosé. Ne me fais pas croire que c'est du jour au lendemain comme ça. C'était prévu de démanteler, justement, cette usine-là et d'arrêter, justement, cette filière-là, s'il y a Marie-Galante. Parce que Marie-Galante, on a d'autres vues pour Marie-Galante. On a d'autres pour Marie-Galante. Puis c'est inquiétant. Et donc, la politique a eu des faiblesses et des manquements. Les programmes, vrais programmes de développement économique de l'île ne sont pas vivants. D'ailleurs, ils ne sont pas tellement si existants que ça. On oublie que cette Guadeloupe aura besoin, justement, de pouvoir compter ses terres, de pouvoir, justement, mettre ses terres en évidence et de pouvoir produire. Cette production, maintenant, elle est annihilée au profit de quoi? D'une balance commerciale déficitaire, parce qu'on préfère faire venir des produits de l'extérieur et la faire entrer. Et ça satisfait tout le monde. Et d'ailleurs, en premier lieu des chefs, beaucoup de chefs d'entreprise là-dessus aussi. Mais la politique, elle favorise ça, alors qu'elle aurait dû justement contingenter, limiter, interdire. Moi, je prends un exemple. La Corse a bénéficié pendant un certain nombre d'années d'une zone franche totale, globale. Pourquoi pas la Guadeloupe? Pourquoi ne pas expérimenter une zone franche globale en Guadeloupe? Ce serait très intéressant là-dessus. Très bien, Edouard. Pourquoi ne pas limiter ce genre de choses? Non, justement, je reviens. Pour pouvoir établir le dialogue entre la question du politique et de l'économique, qu'est-ce que tu avais à dire, toi Alors, s'agissant, on a parlé, j'ai donné mon avis sur la partie économique. Il faut, pour moi, c'est essentiel et c'est primordial de trouver les astuces et les modalités pour pouvoir assurer le développement économique et dans tous les secteurs, pas forcément dans un secteur particulier, dans tous les secteurs pour créer de la richesse. Est-ce qu'il faut de la politique? Moi, je pense qu'un pays ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une tête. La tête aujourd'hui, dans toutes les démocraties, c'est la politique. Et il faut des hommes politiques. Je dirais, pas comme ce que nous avons connu en Guadeloupe dans les 40 dernières années, il faut des hommes beaucoup plus sérieux, parce que la politique est beaucoup plus sérieuse que ça. Nous sommes en phase de renouvellement électoral. On a renouvelé dernièrement les mairies. La Guadeloupe a pratiquement viré la moitié des maires. C'est très bien. C'est très bien. Et j'espère que là aussi... On va continuer. Je ne dis pas... On va virer ceux qui ne sont pas bons. Mais pour qui?
Justement, mais pour Bon, on va virer ceux qui ne sont pas beaux. Et je demande juste à ce titre que les Guadeloupéens, on prétend qu'il y aura une abstention forte. Je demande aux Guadeloupéens d'aller voter. Il faut voter. Et après, pour ne pas dire qu'ils ont fait celle-bité, ils ont fait celle-bité, ils ont volé l'argent. Non, allez voter pour mettre les bons. Parfait. Allez voter pour mettre les bons. Et quand je vois donc on peut pas ne pas avoir des politiciens à la hauteur de la tâche que l'on demande la situation du pays. D'autre part, quand je regarde, je voulais quand même dire un petit mot. Je ne sais pas si je me trompe là encore. Moi, je suis pas un technicien, je ne suis pas un historien, je suis Guadeloupéen. Oh, tu suis pas Guadeloupéen? Je suis Guadeloupéen. Membre des communes. un moulin de préférence. Voilà. Quand je regarde la télé et je regarde par exemple à Saint-Vincent, il est indépendant. Quand je vois parler le Premier ministre, je suis un petit peu choqué. Tu vois parler Le Premier ministre. Oui. Dis-moi. Oui. Et quand je regarde sur le plan du Coroda, me semble-t-il, à Sainte-Lucie, j'ai vu parler le Premier ministre de Sainte-Lucie. Là aussi, je suis resté à bouche bée. En quoi? Je ne m'attendais pas à voir ce genre de personnes. Oui, parce qu'ils n'ont pas la peau noire. Il faut le dire. Compte tenu de ce que nous réclamons ici, donc je ne m'attendais pas. Donc, la route est encore longue. Je crois que la route est encore longue. Alors, je préfère encore... comment dire? Oui, c'est ça aussi. Alors, oui, Edouard parlait des jeunes Guadeloupéens qui ne retournent pas dans le pays. Ça, c'est vrai. Et je le regrette profondément. Mais quand on interroge 10 familles en Guadeloupe, les 10 familles disent « Ah non, tu n'as pas période dans Guadeloupe, hein. Parce qu'il peut trouver travail plus faire. C'est vrai, c'est vrai. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, en fait. C'est vrai. Oui. Mais souvent, si vous n'avez pas période dans Guadeloupe, et souvent l'enfant même décide de ne pas retourner. Est-ce que c'est... J'en ai eu. C'est dommage, je suis un petit peu de revenir à moi à chaque fois. Non, c'est un exemple. Plusieurs enfants qui sont partis à Métropole, qui sont retournés avec des titres. Bien sûr. Et tous, ils travaillent ici. Bien sûr. D'accord, l'exemple que ce soit ingénieur, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine économique, tous, ils travaillent ici. Ils sont allés faire des études là-bas. Donc, c'est donc possible. Donc, il y a souvent, des parents même qui disent « Ah non, parents de ici, vous pouvez trouver le travail que vous faites. » D'accord. Alors, il faut aussi voir cet aspect. Est-ce que c'est pas une des chaînes? C'est tout à fait vrai. Est-ce que c'est pas une des chaînes, ça? Non, mais, c'est peut-être l'une des chaînes à faire sauter. Il y a un état de nature qu'on veut faire apparaître comme un état qu'on convoque un état de culture. Il est clair que dans l'état de nature, il n'y a pas de chance. Il n'y a aucune chance. Maintenant, si tu ne forces pas la nature, ça ne deviendra jamais un état de culture et donc une politique. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut forcer les choses, peut-être pour le Guadeloupéen 2 fois plus que quelqu'un d'autre, pour s'approprier le droit, si tant est qu'on va parler comme ça, d'être ici. Je crois qu'il y a une question qui se pose, et elle est vraiment écologique. Elle est, en termes de milieu et d'environnement. On revient à la problématique du contexte. À l'époque, avant la révolution écologique, enfin telle qu'elle est faite maintenant, intellectuelle, politique et compagnie, on disait en écologie que le regard porté sur l'environnement en fait un milieu. Donc le milieu, c'est le regard qui est porté sur l'environnement. Ça ne reprend pas la coupure globale locale, mais ça veut bien dire que le milieu est extrêmement dépendant ou codépendant de l'environnement dans lequel il est, et que donc ça va être dépendant surtout du jeu des réseaux. Alors, pour revenir un petit peu à ce qu'Edouard disait, quelles sont les zones d'aliénation de notre liberté d'expression? Ces zones d'aliénation, elles sont peut-être internes, bien sûr, il y a une pression, il y a une compression énorme, mais elles sont éventuellement dans quelle force nous allons mettre, nous, pour faire pression par rapport à cet environnement, le grand environnement. Alors, trois choses. On parle de la France, de la politique, etc. Alors, si je vous disais que la France s'en fout, vous n'allez pas me croire, mais bon, s'en fout. Au contraire, à la limite, si elle peut vous libérer, elle va se débarrasser des valseuses, des danseuses, tout ce que tu veux. Le problème, c'est que la France, depuis longtemps, n'est pas dirigée par la France, ni même par les hommes politiques de la France. Elle est dirigée par les institutions. Et la Guadeloupe est un pays qui est complètement bloqué par le jeu institutionnel, qui est le bras armé et le bras de la transmission des choses. Et ce jeu institutionnel
et donc les fameuses technocraties, sont au service d'un système qui n'a rien à voir avec le politique et que le politique ne maîtrise absolument pas. On peut bien le voir avec Macron. La deuxième chose, ce sont nos fameux politiques locaux. J'ai déjà dit 1000 fois, je dis, ils sont politiques locaux, pas de la Guadeloupe, ils sont politiques locaux de la France. Ils sont élus de la France, ils sont élus de la Guadeloupe, mais pour la France. Et donc, par rapport à ça, ce sont eux aussi des courroies de transmission, mais pas du développement de la Guadeloupe. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent pour la Guadeloupe. Mais du développement de la France dans la Guadeloupe ou du transfert de la France vers la Guadeloupe. Et la troisième chose qui pose problème, donc, premièrement, cette idée du jeu institutionnel qui s'est autonomisé et qui fonctionne tout seul, la posture des politiques locales, qui sont des postures d'assimilation, d'intégration, de redistribution, et pas des politiques d'émergence de quoi que ce soit au niveau du territoire. Et la troisième chose, les modélisations culturelles, qui font que les seuls modèles qu'on arrive à mettre en avant, comme par hasard, sont des modèles exogènes. Y compris dans le développement, dans tout ce qu'on veut. Donc à partir de là, il est clair qu'on doit partir en quête et en conquête, faire le modèle qu'on veut, cette fameuse vivre ou mourir, la liberté qu'on veut, l'expression de cette liberté que l'on veut d'une part, et d'autre part, l'expression du soi, du je ou du nous, comme dit Jean, selon qu'on soit en première personne ou en première du singulier ou en première personne du pluriel, ça doit être une œuvre de conquête. Parfait. Parce que ça va pas être gagné tout seul. Le jeu systémique des pouvoirs en place exclut complètement l'émergence originale d'un territoire. Parfait. Alors, il nous reste 5 minutes. Oui. Je voulais dire une chose. Oui. C'est que personnellement, je n'ai jamais opposé politique et économie. Parce que pour moi, une politique, c'est d'abord une vision de l'organisation sociale, économique et culturelle de la société et de toutes les lois et règlements permettant cette organisation. Oui. Ce qui veut dire que c'est une réflexion globale sur tous les aspects de la société. Donc, je ne mets pas politique en côté, économique de l'autre, etc., etc. Un politique qui n'a aucune vision économique, c'est pas un politique, c'est un politique. Oui, mais la vision économique, c'est pas... Alors, justement, cette vision politique, elle vient d'où? Elle doit être celle d'une, comme tu disais, d'une émergence et non pas une vision d'assimilation et de fonctionnement des institutions. On est d'accord. Comme et c'est ça qui est fondamental et qui est important à l'heure actuelle dans les questions qui se posent en Guadeloupe. Alors, je le dis avec d'autant plus de force que quand tu regardes dans le microsome économique guadeloupéen, tous ceux qui essaient d'innover, de résister. L'autre jour, je regardais à la télévision, puisque tu parlais de télévision, un lunetier qui travaille avec Henri Joseph à partir du problème des sargasses qu'il récupère, etc. Ce sont des gens qui travaillent pour le développement d'une véritable économie guadeloupéenne basée sur nos potentialités, nos réalités. La plus-value locale. Il faut de la plus-value locale. Tout à fait. Alors qu'on me dit qu'en même temps, il y a des projets qui ont été retenus pour pouvoir traiter les sargasses et que jusqu'à présent, ces projets-là ne peuvent pas se mettre en place tout simplement parce que les chercheurs qui ont élaboré, etc., se retrouvent pris et bloqués sur le plan financier parce qu'il n'y a pas de conventions signées par ou bien l'université, ou bien ceci, ou bien, parce qu'il y a des querelles de personnes, etc. Et c'est là où je dis qu'il faut sortir. Oui. Ça, c'est de la basse politique, c'est de la politique politicienne et qui a des incidences sur l'économie parce que tu empêches des projets de développement de se mettre en place. Et c'est ça qui est pour moi... C'est ta conclusion. Entre vivre libre ou mourir, il y a un jeu qui est possible. Mais le jeu, c'est le jeu de conquérir justement tous tes éléments d'émancipation et de liberté pour pouvoir te permettre de te développer. C'est ça le combat qu'on a amené. Genre, entre vivre et mourir, il y a un jeu qui est possible. Quel est-il? Il y a un jeu, j'aurais voulu tout simplement dire qu'il y a un jeu, et dire aussi, on aime tous si nous sommes là, que nous sommes dans un monde hyper digitalisé, digital. Tous ceux dans cet univers, comme on dit, de GAFAM, avec Google, Apple, Microsoft et Amazon, ce sont des individus comme nous. Des individus lambda, comme nous, qui ont créé ces structures-là. Et donc, je pense à Marie-Galante. Marie-Galante revendique une usine. C'est une structure privée. Ce sont des capitaux privés. Les Marie-Galantais doivent venir propriétaires de leurs usines.
Bonne et question. pour faire le développement. Voici une réponse. Assez plairé pour la région, Delgrès, l'argent, commencez Delgrès, par mettre ensemble, acheter l'usine à zone. Delgrès, peut-être qu'il faut l'usine rigolote alors. Je dis, ah ben oui, je le dis, moi, à mon avis. Raymond, brièvement, entre vivre libre et mourir, il y a un jeu. C'est quoi? Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'attitude du Guadeloupéen face à ces situations difficiles comme dans le pays, hein? Alors, ouais. le jeu pour moi, pour prendre le cas d'ici, le jeu pour moi, entre vivre libre ou mourir. Moi, de toute façon, il faut arriver à la mort, mais avant d'arriver à la mort, faire le maximum qui soit notre possibilité de faire pour laisser le mieux que possible pour les enfants qui arrivent. Parfait. Je suis presque fâché que tu me poses la question, Nico. Mon Dieu. Parce que tu connais ma sentence, et j'ai dit bien une sentence. Exactement. On ne fera pas le développement avec des couillons. Tout à fait. Donc, je veux dire par là qu'il faut faire le pari. Oui. Il faut faire le pari sur l'intelligence collective. Il faut faire le pari sur l'optimisation efficace des choses. Et l'intelligence, c'est quoi? C'est l'adaptation au milieu. Tout simplement. Parfait. Notre milieu, c'est le local, c'est ici, c'est le territoire, qui est lui-même inclus dans d'autres espaces, mais c'est sur ce choix-là qu'il faut faire. D'accord. Vraiment, avant de donner la parole à Collet pour sa dernière conclusion, tu as un mot à rajouter sur cette question-là, René? Oui. Non, moi, c'est la chose que je peux dire, c'est vivre en s'appuyant sur nos intelligences et notre génie créatif pour pouvoir ne pas mourir dans le désespoir. Très bien. Très bien. Oui, mais moi je pense à tout ça, à cette jeunesse. Ce qui est la relève de la Guadeloupe, c'est l'espoir de la Guadeloupe, l'espérance. Et j'ai envie de dire une chose, que la Guadeloupe est trop pauvre de sa jeunesse pour s'autoriser à la sacrifier. On doit pouvoir penser des politiques publiques en leur faveur, leur autoriser, leur permettre de pouvoir revenir ici. Et moi, je conclurai en disant une seule chose, le monde est dangereux à vivre. Non pas parce que à cause du mal, mais à cause de ceux qui laissent faire et qui regardent faire. Eh bien, merci. Nous avons provoqué un peu sur ces questions-là, pas répondu, plutôt provoqué. Eh bien, maintenant, nous allons conclure en musique. Juste un petit conseil, Guadeloupéen, prends courage. Je crois que c'est ça qu'il peut dire pour pouvoir en finir. À bientôt et à dimanche prochain. Et merci à toi. Merci à toi. Guadeloupéen, prends courage en nous à demain. Guadeloupéen, prends courage, nous qui nions l'endemain meilleur. Les moins des tout petits, moins levés en la cour. C'était yon à l'autre, pas de ni bon des autres. Les moins des tout petits, Tintini pisse l'amour. Les voisins, les voisines, c'était en seule famille. Guadeloupéen, prends courage en nous à demain. Guadeloupéen, prends courage, nous qui nions l'endemain meilleur. Guadeloupéen, prends courage, faut nous mettre tout dans nous. Guadeloupéen, prends courage, pour avenir à pays en nous. J'en dis tout ça changé, jeunesse pas qu'à coûter. Yo pas connaître respect, les mamans qu'à plaider. En tout gens moins gardé, on nous prier bon Dieu. C'est spiritualité qui fait nous penser. Guadeloupéen, prends courage en nous à demain. Guadeloupéen, prends courage, nous qui nions l'endemain meilleur. Guadeloupéen, prends courage pour ça qui t'en nous. Guadeloupéen, prends courage, pour nous préserver pays en nous. Mes amis, ouverts, passe-nous en quantité. Devant l'adversité, c'est ensemble nous qui gagnons. Pas jamais oublier, tout combat nous jamais né. Depuis où nous n'y en est, yo pas j'en fais nous plier. Guadeloupéen, prends courage en nous à demain. Guadeloupéen, prends courage, nous qui nions l'endemain meilleur. Guadeloupéen, prends courage, Si nous qu'aimons, nous parlons main. Guadeloupéen, prends courage, En cette
Thank you.